Donc, si vous le voulez, on va débuter. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du RÉSIC du mardi 15 octobre 2024. Mon nom est Marc-André Macalotte, je suis directeur exécutif pour le RÉSIC et je suis accompagné aujourd'hui de Mme Josée Côté et de Mme Céline Gélina, qui sont toutes les deux directrices scientifiques pour le RÉSIC. Je vais vous présenter notre conférencière dans quelques instants, mais avant simplement vous informer ou vous rappeler que, comme lors de chacune de nos activités, vous pouvez utiliser la fonction QR, Q&A ou questions-réponses au bas de votre écran afin de poser vos questions à notre conférencière, et ce, tout au long de l'activité. Il va y avoir une période d'échange à la fin du webinaire et où je pourrai transmettre vos questions à notre conférencière. Donc, sans plus attendre, le webinaire d'aujourd'hui est intitulé « La pupillométrie pour anticiper le délirium à l'unité des soins intensifs » et il nous est présenté par Mme Caroline Arbour. Donc, Mme Caroline Arbour est professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheuse régulière au CIUS du nord de l'île de Montréal. Ses travaux portent sur la validation de nouvelles technologies portables pour faciliter le travail de l'infirmière dans le domaine des soins critiques et spécialisés. Donc, merci beaucoup, Mme Arbour, d'être avec nous. Je vous laisse la parole et je vous retrouve à la fin de l'activité pour la modération des échanges. Bonjour, merci Marc-André pour cette introduction et merci au RÉSIC pour la belle invitation. Donc, bienvenue à ce webinaire sur la pupillométrie pour la pratique infirmière à l'unité des soins intensifs. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Donc, aujourd'hui, la présentation vise différents objectifs, dont mieux comprendre les limites de l'évaluation manuelle de la pupille dans la pratique de l'infirmière, prendre connaissance des paramètres qui sont mesurés par l'entremise de la pupillométrie automatisée, et également discuter des avantages de l'évaluation automatisée de la pupille pour soutenir la prise de décision clinique en lien avec le délirium aux soins intensifs. Donc, l'évaluation de la pupille aux soins intensifs est cruciale, bien entendu, pour surveiller l'état neurologique des patients. Dans un monde idéal, celle-ci devrait survenir à l'admission chez tous les patients, indépendamment de leur diagnostic d'admission. Puis, par la suite, à toutes les 1 à 4 heures chez les patients qui ont une condition neurologique connue ou qui présentent un état de conscience altéré. Et également, ces évaluations-là peuvent être réalisées plus fréquemment selon ce qui est répertorié par l'infirmière au niveau des changements dans le niveau de conscience, de l'apparition de nouveaux symptômes neurologiques, également des changements répertoriés sur des paramètres de l'activité cérébrale, incluant la pression intracrânienne. Et enfin, si le patient reçoit des médicaments qui sont connus pour affecter l'état d'éveil et de vigilance, incluant la prise de sédatifs et d'opiacés. Bien entendu, l'acronyme PERLA est souvent utilisé pour documenter l'évaluation des pupilles. Donc, cet acronyme signifie, à titre de rappel, pupille égale ronde, réactive à la lumière et à l'accommodation. Outre les éléments de l'acronyme, il ne faut pas oublier de documenter la taille de la pupille au repos en millimètres et également la vitesse de réaction estimée à la lumière comme étant rapide, lente ou absente. Ces éléments-là font partie des bonnes pratiques cliniques et sont importants pour le suivi neurologique des patients. Lorsqu'on évalue les pupilles dans le cadre de l'examen neurologique aux soins intensifs, bien entendu, cette évaluation-là nous informe sur l'intégrité des voies nerveuses qui sont impliquées dans la régulation de la taille de la pupille en réponse à la lumière, parce qu'on évalue comme réflexe principal le réflexe photomoteur. Le réflexe photomoteur, bien entendu, régule la quantité de lumière qui entre dans l'œil en ajustant le diamètre de la pupille en fonction de l'intensité de la lumière ambiante. Ça permet à l'œil de voir dans un large éventail de luminosité. Maintenant, si on regarde sur le plan de la neurobiologie, tout commence en fait par la projection d'un flash lumineux au niveau de l'œil, où les cellules ganglionnaires, en fait, vont tout d'abord recevoir de l'information visuelle des photorécepteurs et transmettre cette information-là via le nerf optique que vous voyez en vert à l'écran.
Une proportion des axones dévie la synapse au niveau du noyau géniculé latéral, puis projette l'information au niveau des noyaux prétectales. Le noyau prétectal projette bilatéralement vers le noyau d'Edinger-Westphal et ensuite, il transmet l'information via les fibres parasympathiques du noyau d'Edinger par le nerf oculomoteur pour stimuler les nerfs ciliaires. Les nerfs ciliaires courts projettent pour innerver le muscle pupillaire de l'iris et le contracter. Et s'ensuit une constriction des deux pupilles. L'œil dans lequel la lumière a été projetée présente un réflexe direct. Ça, c'est très important de se rappeler, tandis que l'autre œil qui se rétracte également présente un réflexe consensuel. Voyons maintenant comment cela se manifeste sur le plan clinique. Bien entendu, tel que parlé précédemment, vous comprenez qu'il est normal d'observer une constriction pupillaire bilatérale lorsqu'on projette un faisceau lumineux dans un seul œil. Et la constriction pupillaire est due à l'action du système nerveux parasympathique sur le sphincter de la pupille dans chaque œil. Sur le plan musculaire, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a deux muscles qui sont responsables du mouvement de la pupille. Tout d'abord, il y a le muscle constricteur, qui est un muscle lisse annulaire plat situé dans la couche conjonctive et vestibulaire de l'iris autour de l'orifice pupillaire. Il est innervé par le système nerveux parasympathique et il a pour but de contracter la pupille en réponse à une lumière. Et nous avons également le muscle dilatateur de la pupille qui sont disposés radialement autour de l'iris, puis qui est innervé par le système nerveux sympathique et qui a pour fonction de dilater en fait la pupille. En observant le réflexe photomoteur, on peut évaluer le fonctionnement du système nerveux autonome via en fait les activités du nerf optique 2 qui transmet les signaux lumineux de la rétine jusqu'au cerveau, puis également celui du nerf oculomoteur 3 qui est impliqué dans la régulation de la taille de la pupille. Ces deux nerfs-là prennent origine juste au-dessus du tronc cérébral, là, à peu près au niveau du mésencéphale, ce qui fait en sorte qu'anatomiquement, ils sont très sensibles aux changements de pression dans le tissu cérébral. Et ces deux nerfs-là projettent également vers le télencéphale, qui est le quartier général du système cholinergique. Cette location fait en sorte qu'ils sont peut-être considérés comme dans les premiers signes qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien au niveau de l'activité cérébrale. Avant d'aborder les anomalies de la pupille, il est important de comprendre ce qui est considéré comme normal pendant son évaluation. Tout d'abord, chez une personne qui est en pleine santé puis qui n'est pas sous l'effet de substances illicites là, ou de substances pharmacologiques, là, les pupilles au repos peuvent varier entre 2 et 8 mm selon la lumière ambiante. Donc, bien entendu, on s'attend à ce qu'une personne qui est sous une condition de luminosité un petit peu plus extrême ait des pupilles au repos qui oscillent entre 2 et 4 mm. Et à l'opposé, quelqu'un qui est dans une salle ou en tout cas une chambre d'hôpital avec une lumière un peu plus tamisée, on va un petit peu plus entre le 5 et 8 mm. Indépendamment de la luminosité ambiante, les pupilles doivent être égales et réactives dans les deux yeux. Il faut cependant savoir que chez 20% de la population, il y a une petite différence de 1 mm au moins entre les deux pupilles et ça, c'est tout à fait normal. Comme je vous l'expliquais, de par la localisation des nerfs crâniens qui sont tributaires de la constriction pupillaire à la lumière, le réflexe photomoteur est vraiment un outil précieux pour détecter des signes de détérioration précoce sur le plan neurologique. Donc, c'est pour ça qu'aux soins intensifs, on évalue fréquemment les pupilles et on répertorie dans le temps l'évolution de celles-ci. Bien entendu, lorsqu'on note une anisocorie plus grande que 1 mm entre les deux pupilles, c'est-à-dire une asymétrie plus grande que 1 mm, c'est quelque chose qui doit être documenté et également signifié à l'équipe médicale. De même, pour une réactivité pupillaire qui nous semble ralentie, voire même passablement réduite là, en réponse aux flashs lumineux d'une évaluation à l'autre dans le temps.
Ces signes-là, on les répertorie comme étant des signes précoces parce qu'ils sont connus pour apparaître jusqu'à 15 heures avant d'autres signes de détérioration neurologique qui sont plus marqués, comme une augmentation de la pique, par exemple, ou une détérioration qui est très notable au niveau du score à l'échelle de Glasgow. Et bien entendu, le but d'évaluer fréquemment les pupilles et de déceler ces signes précoces-là, mais c'est d'éviter en fait qu'on arrive avec un patient qui a des signes de détérioration neurologique évidente, voire même irréversible, notamment de type mydriase unilatérale ou mydriase bilatérale, qui peuvent survenir lorsqu'on a une compression du nerf crânien oculomoteur en contexte d'engagement cérébral, ou en contexte également d'anoxie ou de mort cérébrale. Donc, on veut être capable d'intervenir rapidement avant que ces signes-là, qui sont plus avancés, se manifestent. Il faut quand même garder en tête que les soins intensifs, c'est un milieu où il y a beaucoup de médication, c'est un milieu complexe, puis les médicaments qu'on administre, puis les conditions cliniques des patients peuvent quand même influencer la réactivité des pupilles. Donc ça, il faut avoir un jugement critique par rapport à ça. On sait que les personnes qui reviennent de salle d'op et qui sont sous l'effet de gaz anesthésiants ou de substances barbituriques vont avoir tendance à avoir, pendant quelques heures, en tout cas, une réactivité pupillaire ralentie. Donc ça, il faut quand même en tenir compte dans nos évaluations. Également, certains types de médicaments qu'on administre aux soins intensifs d'une façon quand même régulière, notamment les bloqueurs alpha-1 adrénergiques et les antidépresseurs tricycliques, également les barbituriques, font en sorte que ça peut influencer la réactivité pupillaire à la baisse. Et bien entendu, plus nos paramètres de pression intracrânienne s'élèvent, bien, il est normal, ça crée une pression au niveau du nerf optique, puis c'est normal d'observer une diminution de la réactivité pupillaire. Et à l'inverse, un patient qui fait de l'hyperthermie va avoir tendance à avoir une réactivité pupillaire accentuée, le temps que la température corporelle ne soit pas contrôlée. Et enfin, la réactivité pupillaire est entièrement abolie en cas d'hypothermie sévère, de lésion du nerf optique. Donc, ça peut survenir chez des patients qui reçoivent des éclats de verre dans les yeux à la suite d'un accident de voiture, par exemple. Chez les patients qui reçoivent des doses élevées de dopamine, ça a un effet abolissant. Et bien entendu, en cas de mort cérébrale, c'est un des signes qui mène au diagnostic, donc ce n'est pas surprenant. Maintenant qu'on a fait un retour sur l'évaluation de la pupille, qu'est-ce qu'on peut observer en contexte de normalité? J'aimerais vous parler un peu des limites qui sont connues par rapport à l'évaluation manuelle de la pupille aux soins intensifs, mais également sur les unités de soins. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'évaluation pupillaire, quand on parle de manuel, c'est-à-dire à l'aide d'une torche ou d'un crayon lumineux ou à l'œil nu, comme on dit, il y a plusieurs limites. C'est propice à la subjectivité et c'est pas tout le temps facile. C'est-à-dire qu'on a des personnes, en particulier les personnes âgées, ont tendance à avoir des pupilles quand même assez petites de façon naturelle, même au repos, et même en conditions de lumière très, très fortes. Ce qui fait en sorte que des fois, c'est difficile à estimer leur niveau de réactivité pupillaire. Également, il y a des personnes qui ont, en fait, l'iris assez foncé, ce qui fait en sorte que la démarcation entre la pupille et l'iris n'est pas tout à fait évidente. Également, et ça, je pense que c'est quand même facile à comprendre, selon la source lumineuse qu'on utilise, que ce soit une lampe de poche, un stylo lumineux, des fois, c'est même la lumière de notre téléphone portable, cette source de lumière-là n'est pas constante d'un évaluateur à l'autre ou d'une observation à l'autre. Et la réactivité pupillaire peut être influencée par le nombre de luxe qui est projeté au niveau de l'œil. Et enfin, lorsqu'on fait ce type d'évaluation-là à main levée, on n'utilise pas la même distance pour projeter la stimulation lumineuse, puis ça peut affecter notre évaluation. Tout ça pour dire que, et vous le comprendrez bien, que c'est pas facile, même si c'est toujours la même infirmière qui fait une évaluation au fil du temps, de se positionner comme clinicien puis de dire, est-ce que la pupille réagit moins vite
que v'là 1 heure ou 2, c'est très difficile de se positionner et on a le potentiel de passer à côté de signes de détérioration précoce et d'intervenir promptement chez ces clientèles-là qui sont très vulnérables. Donc, tous ces éléments-là nous laissent à penser que la pupillométrie automatisée dont je voulais parler pendant cette présentation-là est potentiellement un incontournable aux soins intensifs. D'ailleurs, cette technologie-là est intégrée comme standard de pratique pour les évaluations neurologiques aux États-Unis. Et je pense que ça fait un petit peu bonhomme de chemin là, au Canada, mais également en Europe pour le devenir. Qu'est-ce que la pupillométrie automatisée? Bien, c'est tout simplement un appareil portatif qui permet d'évaluer objectivement la taille et la réactivité de la pupille avec une précision de 0,1 mm. Les évaluations qui sont prodiguées par ce type d'appareil sont rapides, précises et réalisées dans des conditions qui sont contrôlées. Et en retirant la subjectivité des évaluations, les évaluations deviennent surtout reproductibles dans le temps et également d'un clinicien à l'autre. Donc, c'est vraiment l'avantage de ce type d'appareil. Pourquoi c'est important que les évaluations soient robustes et reproductibles d'un clinicien à l'autre ou dans le temps, en fait? Bien, c'est pas pour alarmer personne, mais les études, en fait, qui ont très robustes, là, qui ont évalué l'accord interjuge par rapport à l'évaluation qui est faite à l'œil nu de la réactivité pupillaire, montrent des accords interjuges très, très faibles. En fait, c'est épouvantable quand on regarde ça. Donc, c'est-à-dire que lorsque j'évalue mon patient sans appareil automatisé, simplement à l'œil nu, lorsque je fais mon évaluation puis que je me positionne comme clinicienne sur la taille de la pupille, la forme de la pupille puis la réactivité de la pupille, ben, en fait, si je demande à une collègue de faire l'évaluation de façon indépendante, puis on compare nos réponses, on a très peu d'accords, en fait. On n'est pas très bon. Et je vous dirais que cette étude-là, ça a été la première étude à sonner l'alarme sur le phénomène. Et il y a d'autres études qui ont confirmé ce phénomène-là là, par la suite. C'est une étude qui a quand même été faite sur plus de 2000 évaluations et 80% des cliniciens qui ont participé aux évaluations étaient des infirmières. Et par rapport à la réactivité pupillaire, qui est vraiment super importante pour déceler les signes de détérioration neurologique, je tiens à préciser qu'on faisait juste leur demander de se positionner pour dire si oui ou non la pupille réagissait selon leur évaluation. On ne leur demandait pas de se positionner sur est-ce qu'ils pensaient que la pupille réagissait rapidement ou plus lentement. C'était juste oui ou non. Par la suite, ce qu'ils faisaient, c'est que lorsque les cliniciens disaient, moi, je juge que les pupilles sont non réactives, les chercheurs allaient chercher le pupillomètre et prenaient une mesure automatisée pour confirmer ou infirmer leur évaluation. Et dans seulement 33 des cas, ils ont confirmé que leur évaluation était exacte. Donc, ça, c'est quand même pas banal comme résultat, ce qui laisse à penser que sans outils informatisés, on prend potentiellement des décisions extrêmement importantes sur notamment si les patients doivent aller en radiologie ou pas, ou par rapport au titrage de certains médicaments, ou même par rapport au plan de soins en général, là, au niveau de soins, basé sur des données qui sont potentiellement erronées. Bien entendu, vous allez me dire, ben c'est sûr, on ne peut pas compétitionner avec une machine. Un pupillomètre, ça a quand même l'avantage de la précision. Ce type d'appareil-là, comme je vous l'ai dit, offre également plusieurs métriques qui sont en lien avec le réflexe photomoteur. Bien entendu, ils vont vous permettre d'obtenir une taille de la pupille au repos avant le déclenchement du flux lumineux en dixième de millimètre près. Par la suite, suite à l'envoi du flux lumineux, vous allez pouvoir obtenir une courbe qui va vous transmettre différents paramètres, incluant le pourcentage de constriction de la pupille, la latence, ça veut dire le temps que ça a pris à la pupille pour commencer à constricter suite à l'envoi du flux lumineux.
Et enfin, la vitesse de constriction, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle la pupille a rétréci pour atteindre son point minimal. Et tous les appareils que vous allez utiliser, peu importe le modèle, va vous offrir un indice de réactivité qui combine ces paramètres-là sur une échelle de 0 à 5, 5 étant une réactivité optimale et 0 étant une absence entière de réactivité. Donc, ça, c'est le type de courbe que ces appareils vous prodiguent. Si vous voyez sur l'axe DY, en fait, on commence toujours par une estimation de la taille de la pupille au repos. S'ensuit le flash lumineux qui est en fait prodigué de façon standardisée à 320 lux directement dans l'œil. Par la suite, la machine calcule la latence, c'est-à-dire le temps que ça a pris à la pupille pour commencer à constricter. Et ensuite, il fait un calcul de pente pour déterminer la vitesse de constriction et le pourcentage total de constriction entre la valeur la plus faible et la valeur la plus grande. Les appareils prodiguent ces informations-là de façon numérique. Donc, vous allez pouvoir obtenir, comme vous voyez à gauche, là, la taille de la pupille au repos, la variation en pourcentage. Vous allez avoir un indicateur de réactivité, puis vous avez un code de couleur. Donc, comme vous voyez à votre droite, là, on assume que lorsque le patient a une réactivité entre 4 et 5, c'est une bonne réactivité pupillaire. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Lorsqu'on tombe dans le jaune avec une réactivité à 3, il faut commencer à faire des observations plus soutenues de la pupille. Et enfin, lorsqu'on tombe à une réactivité en dessous de 3, c'est problématique et ça doit être documenté et notifié. Donc, comme je disais, peu importe le type d'appareil qu'on utilise, il prodigue un indice de réactivité et un indice de réactivité plus petit que 3 est associé à un moins bon pronostic. Donc, on sait que dès les premiers jours d'hospitalisation aux soins intensifs, chez les patients qui sont en contexte de coma post-anoxique, par exemple, ou de blessure cérébrale avec une composante hémorragique, lorsque les indices de réactivité sont moins de 3, ben il y a plus de chances de mortalité et de mauvais pronostics. Puis, les estimations qui peuvent être faites par l'entremise de la pupillométrie sont aussi performantes que les potentiels évoqués puis les EEG quantitatifs. Donc, c'est quand même quelque chose qui est facile à obtenir au chevet, qui demande moins de personnel spécialisé, hein, parce que faire des potentiels évoqués, ça demande des ressources externes, ça demande des gens qui vont interpréter les tracés. Mais même chose pour les EEG quantitatifs. Et ça permet quand même d'obtenir de l'information qui est quand même extrêmement intéressante et pertinente. Maintenant, en dépit des nombreux avantages, il y a beaucoup de barrières à l'implantation. C'est-à-dire qu'on est en retard par rapport à nos amis du Sud, là. Premièrement, contrairement à nos amis du Sud, la pupillométrie n'est pas inclue dans les programmes de formation à l'université, là. Donc, on n'en parle pas tant, ni même dans les programmes d'orientation sur les unités de soins intensifs. Puis ça, c'est autant sur le plan nursing que médical, là, je vous dirais. Là. Donc, c'est à travers le Canada. Là, donc, on n'est pas les seuls. Là. Il n'y a pas tant de standardisation dans la documentation des résultats, dans la littérature, ce qui fait en sorte que des fois, c'est difficile pour les gens qui sont intéressés à cette technologie-là de s'approprier les résultats puis de les transposer dans des guides de pratique clinique dans leur milieu. Surtout, en fait, ce qui a été documenté, puis je l'entends aussi, c'est en écho avec ce que j'ai quand je présente en congrès, là, c'est ce qu'on me rapporte. Il y a quand même un manque perçu de signification clinique. Donc, les gens, je pense qu'ils s'entendent pour dire que c'est important d'être rigoureux par rapport à l'évaluation de la pupille dans le cadre des examens neurologiques. Mais quand même, lorsqu'il arrive le temps de prendre des décisions clinico-administratives puis de dépenser de l'argent sur une machine qui mesure la pupille versus d'autres machines qui produisent plusieurs paramètres ou qui peuvent être utilisés à plusieurs fins, bien, ils vont choisir des fois les machineries qui sont un petit peu plus polyvalentes. Puis je vous dirais que c'est un peu là-dessus que je travaille depuis quelques ans. Donc, il faut dire que la pupillométrie a beaucoup été étudiée dans les dernières années au Canada, aux États-Unis, puis en Europe, pour aider les cliniciens à déceler des signes
de surstimulation nociceptive, de sous-analgésie chez les patients qui ne sont pas capables de communiquer aux soins intensifs. Donc, ça, c'est quand même un domaine de la littérature qui est assez charnu. Là, on commence à avoir beaucoup de littérature par rapport à ça. Donc, on sait que les pupillomètres peuvent aider pour l'évaluation de la douleur chez les clientèles non communicantes, en tout cas, y contribuer. Un domaine qui est émergent, puis que le RISIC m'a supporté là, dans les derniers mois là, pour mettre l'épaule à la roue. Il y a des données émergentes qui suggèrent que la pupillométrie pourrait également nous aider à prédire le délirium à l'unité des soins intensifs. Puis c'est ça que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Bon, à titre de rappel, hein, c'est un grand rappel, le délirium, c'est un état de confusion temporaire qui survient soudainement puis qui est le plus souvent réversible. C'est un état qui peut être objectivé, bien sûr, par un déficit de la mémoire, de l'orientation du langage, des habiletés visio-spatiales puis des perceptions altérées. Il peut se produire chez les gens de tous âges, mais il est plus fréquent chez les personnes âgées. Il existe deux types de délirium, l'hyperactif et l'hypoactif. De façon très sommaire, l'hyperactif, les patients sont agités, hypervigilants, tandis que les hypoactifs sont plus apathiques, silencieux, ont un mode de fonctionnement ralenti. Et on a des personnes qui présentent une forme mixte, donc qui vont tergiverser entre les deux états là, également, selon le moment de la journée. Il y a 4 critères cardinaux pour évaluer le délirium. Ces critères-là sont représentés dans la plupart des outils cliniques qui peuvent être utilisés sur les unités de soins, y compris aux soins intensifs, pour évaluer le délirium. Ces critères-là sont l'apparition soudaine des symptômes avec une tendance à la fluctuation, de l'inattention qui est quand même assez manifeste, une désorganisation de la pensée, mais également, je vous dirais, perceptuelle, c'est-à-dire qu'il y a une perception de ce qui les entoure qui est un peu erronée, voire altérée, et bien sûr des altérations, une altération de l'état de conscience. La pathophysiologie du délirium n'est pas encore entièrement élucidée, mais nos réflexions ont quand même beaucoup progressé par rapport à cet état-là dans les dernières années. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a différents facteurs biologiques qui sont en interaction, qui entraînent une perturbation des réseaux neuronaux au niveau du cerveau et qui conduisent à un dysfonctionnement cognitif aigu et important. Les principaux mécanismes qui sont mis de l'avant dans la cascade explicative du délirium sont une déficience dans les neurotransmetteurs, notamment une insuffisance cholinergique ou un excès de dopamine. Il y a aussi les processus inflammatoires qui sont présents ou liés à la neuroinflammation qui sont mis de l'avant. Les facteurs de stress physiologique, ça inclut l'exposition à de la douleur importante et répétée. Donc, c'est très important. Le manque de sommeil, etc. Donc, la luminosité ambiante, le bruit qui est présent aux soins intensifs rentre dans ces facteurs-là. Il y a les troubles métaboliques, donc un débalancement au niveau du diabète et autres perturbations endocriniennes, les troubles hypophysaires là, qui peuvent également amener cet état-là, les désordres électrolytiques qui sont très fréquents aux soins intensifs. Là, et bien entendu, on a des prédispositions là, génétiques qui nous poussent, oui ou non, d'être plus disposés à faire un délirium. Aux soins intensifs spécifiquement, le délirium est extrêmement prévalent. Ça peut toucher jusqu'à 2 personnes sur 3. Bien entendu, il n'y a pas de trajectoire universelle, mais ce que les données montrent, c'est que ça survient majoritairement dans les premières heures, voire les premiers jours après l'arrêt de la ventilation mécanique. Donc, c'est comme un moment extrêmement, un point de bascule crucial là, pour l'apparition du délirium, pour plein de raisons. Bien, premièrement, ça correspond souvent avec l'arrêt de la médication sédative. Également, on a des patients qui sont arrivés avec des dépendances à certaines substances qui, lorsqu'on coupe les sédations, il y a une émergence
des symptômes de sevrage. Donc, bref, il y a plein de facteurs concomitants qui convergent dans cette période-là particulière qui font en sorte qu'on est capable de déceler que le délirium est présent. Dans tous les cas, en fait, le délirium augmente, bien entendu, les chances de mortalité intra-hospitalière et dans la première année suivant l'admission aux soins et entraîne également des retards dans la récupération, notamment au niveau de l'autonomie fonctionnelle puis de la récupération cognitive. Bien entendu, ça augmente la durée d'hospitalisation, ça augmente le fardeau pour les infirmiers et les infirmières qui s'occupent de ces patients-là. Donc, il y a une charge de travail qui est liée à ces patients-là et ça accroît le risque d'admission en centre d'hébergement. Et bien entendu, sans grande surprise, ça entraîne beaucoup de détresse pour les proches, mais également pour les personnes elles-mêmes qui, lorsqu'elles reviennent à elles et se font dire qu'elles ont été déplacées ou qu'elles ont eu un comportement inapproprié pendant une certaine partie de leur hospitalisation. Et ces personnes-là demeurent très préoccupées par leur agissement alors que ce n'était pas vraiment de leur faute. Un aspect qui n'est pas toujours, en fait, mentionné, mais qui est de plus en plus étudié, c'est que, bien entendu, s'occuper d'un patient qui a du délirium, même à l'unité des soins intensifs, où on a un rapport souvent 1 pour 1, ça entraîne beaucoup de détresse chez le personnel infirmier. En fait, lorsqu'on sonde les infirmières qui s'occupent de patients qui sont en délirium, ces infirmières-là rapportent que sur une base de quart de travail de 8 heures, elles vont noter beaucoup de comportements d'agitation dans 50% des cas, puis c'est ce qui est très difficile à gérer. Puis également, dans près de 15% des cas, ces infirmières-là qui se sont occupées de ces patients-là ont vécu des comportements violents à leur égard. Donc, on essaie de minimiser l'utilisation de contention de tout ça, mais quand même, il y a quand même des choses que ces infirmières-là vivent par rapport à la prise en charge de cette clientèle-là. Heureusement, on n'est pas encore très bon pour la gestion pharmacologique du délirium, mais il y a de l'espoir parce qu'il y a de plus en plus de protocoles qui mettent en place des stratégies à composantes multiples, comme des programmes de réorientation, de réhabilitation de l'environnement, qui sont extrêmement prometteurs pour diminuer les symptômes de délirium, notamment l'agitation, puis favoriser sa résorption. Par contre, ces protocoles-là sont demandants en termes de temps pour en mettre en place. Donc, on ne peut pas penser qu'on peut les mettre en place systématiquement chez tout le monde. Il faut être capable, en fait, d'anticiper quel patient va avoir besoin de ce genre de protocole-là spécialisé. Malheureusement, c'est difficile aux soins intensifs d'anticiper quel patient va avoir besoin de ce genre d'approche-là. Pendant la ventilation mécanique avec les outils actuels. Donc, si vous utilisez dans vos milieux la CAM ICU, par exemple, ou la ICDSS, là, ce qui arrive, ces outils-là, en fait, ils se basent beaucoup sur la capacité des patients à auto-rapporter. C'est correct aussi, mais c'est difficile quand ils sont ventilés mécaniquement, d'auto-rapporter ce qu'on vit. Donc, ce n'est pas tout à fait optimal. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas optimal. Donc, si je vous rappelle aux notions physiologiques que je vous ai parlé en début de webinaire, je vous ai parlé que, en fait, le réflexe photomoteur était étroitement associé au système cholinergique. Puis, on vient juste de voir que dans la cascade explicative du délirium, les déficits cholinergiques sont pratiquement en premier plan des facteurs explicatifs. Donc, sans grande surprise, je ne vous apprends rien en disant que ça fait du sens s'il y a des études qui ont montré que le délirium peut affecter certains paramètres du réflexe photomoteur. Et faisant du pouce là-dessus, il y a 2 études de cohortes récentes
qui ont montré que les patients qui présentent un pourcentage de constriction pupillaire inférieur ou égal à 20 dans les premiers jours de ventilation mécanique ont beaucoup plus de chances, en fait, de développer du délirium dans les premiers jours d'extubation. Puis ces changements-là dans la réactivité pupillaire sont décelables jusqu'à 5 jours avant l'apparition du délirium, ce qui laisse amplement du temps pour l'équipe soignante de se préparer, d'adapter l'environnement du patient, de revoir le protocole pharmacologique qui est en place pour voir s'il est optimal pour prévenir le délirium, etc. Bref, ça donne une marge de manœuvre à l'infirmière pour essayer d'implanter des mesures préventives. J'adore ces études-là. Ils ont été faites avec beaucoup, beaucoup de rigueur, notamment par des infirmières, donc ça me rend d'autant plus fière. Une petite critique que j'avais, c'est qu'ils ont exclu les patients avec un traumatisme crânio-cérébral sur la base que ces patients-là, étaient peut-être plus difficiles à évaluer, également sur le plan neurologique. Mais je me questionnais parce que les patients qui ont un traumatisme crânio-cérébral développent beaucoup de délirium après l'extubation. Ces gens-là, on aurait tout à gagner à prévenir le délirium parce que tant et aussi longtemps qu'ils sont en état de confusion aiguë, on ne peut pas commencer la réadaptation cognitive ou physique. Alors que les processus de neuroplasticité sont à leur apogée. C'est comme si on perd du temps précieux. Et pourtant, les patients qui ont un traumatisme crânio-cérébral sont directement à risque, notamment parce que le traumatisme entraîne beaucoup d'impact au niveau du système cholinergique via les dommages aux neurones, via également la réduction de la synthèse d'acétylcholine. Les processus d'inflammation puis de neuroinflammation contribuent à ce phénomène-là. Ils ont toutes là, sur la liste d'épicerie pour être bénéficier d'une évaluation automatisée des pupilles puis des stratégies de prévention du délirium. Donc, il fallait les étudier. Donc, c'est ce qu'on a soumis au RISIC et on est très chanceux parce qu'ils nous ont appuyés dans notre initiative. Donc, on a soumis une étude de cohorte similaire avec ce qui avait été fait par nos collègues européens avec d'autres clientèles, avec des mesures répétées pour explorer l'hypothèse à l'effet qu'il y a une association entre les paramètres du réflexe photomoteur pendant la période de ventilation mécanique et la survenue de délirium chez les patients TCC dans les jours qui suivent leur extubation. Donc, c'est vraiment c'est ça. Donc, cette étude-là s'est faite en 2 temps. En premier temps, avant d'aller vers une étude de cohorte prospective, on a fait une étude rétrospective sur la base d'une évaluation de dossier. Donc, cette étude-là a été publiée tout récemment dans le Journal of Neuroscience Nursing. Et nous sommes également en train de compléter l'étude de cohorte prospective pour confirmer ces résultats-là. Donc, c'est comme en 2 paliers, là. Donc, les participants qui ont été utilisés dans l'étude rétrospective, c'est des patients ventilés mécaniquement entre 18 et 65 ans avec un diagnostic de traumatisme crânio-cérébral confirmé. Je vous dirais que les diagnostics aux soins intensifs sont pas mal de l'ordre du TCC modéré sévère. Là, on a peu de TCC léger, là. Nous avons exclu les patients qui présentaient un TCC pénétrant, là, soit par arme blanche ou par un autre dispositif, parce que les mécanismes de blessure sont différents. Les patients dont les traitements ont été arrêtés dans les premières 48 heures et qu'on ne pouvait pas faire un suivi sur les dossiers, on les a retirés. Les gens qui sont devenus en mort cérébrale à quelque part là, dans le processus d'hospitalisation également ont été retirés. Bien entendu, les patients qui présentaient, soit par rapport à leurs conditions cliniques ou pharmacologiques, quelque chose qui interférait avec l'évaluation de la pupille, soit par la nature des substances qu'ils recevaient ou par rapport aux conditions. Là, je vous donne un exemple, les patients qui ont des lésions des nerfs optiques, là, ça ne donnait rien là, des inclure. Puis également, les patients qui présentaient un historique d'abus de substances à l'admission des soins intensifs, on les exclut parce que c'est très difficile d'évaluer le délirium chez ces patients-là.
parce que des fois, les symptômes de sevrage deviennent confondants avec les syndromes de délirium, y compris là, toutes les présences de hallucinations perceptuelles, là. Donc, cette étape-là s'est faite en deux, cette étude-là s'est faite en deux étapes. La première, ben, en fait, on a recueilli les évaluations qui avaient été faites du réflexe photomoteur à toutes les 2 heures par l'équipe clinique pendant le quart de travail de jour, donc entre 8 heures le matin et 4 heures l'après-midi, pendant les 3 premiers jours de ventilation mécanique aux soins intensifs. Et ensuite, on a été voir dans le dossier, dans les 3 premiers jours qui ont suivi l'extubation, si le médecin de l'équipe traitante avait documenté la présence de délirium à l'aide de l'outil clinique qui est implanté dans les milieux à l'étude. Donc, il y a 26 dossiers de participants qui ont été inclus pour cette étude rétrospective-là, ce qui inclut à peu près 178 observations pupillaires. Donc, l'âge moyen des participants était de 46 ans. Nous avions plus d'hommes que de femmes, ce qui est commun en fait en traumatologie. Les patients avaient majoritairement, selon le score de Glasgow initial et d'autres paramètres, là, un traumatisme crânio-cérébral sévère. On avait quelques traumatismes modérés. Et sans grande surprise, la grande majorité était sous perfusion continue de sédatifs et d'opiacés pendant la période de ventilation mécanique. Et ces perfusions-là ont été cessées de façon, je vous dirais, plus ou moins abrupte là, avant l'extubation. Donc, par rapport à notre échantillon de 26 participants, sur les 26 participants, il y en a 10, soit 38 de l'échantillon, qui ont été diagnostiqués avec un délirium dans les jours qui ont suivi l'extubation. Et 16 d'entre eux, donc 62 n'ont pas reçu le diagnostic de délirium. Et donc, il y a des corrélations qui ont été observées entre deux variables du réflexe photomoteur, soit le pourcentage de constriction et la vitesse de constriction et la survenue de délirium. Donc, si vous regardez dans la deuxième colonne, chez nos patients, en fait, qui ont reçu un diagnostic de délirium, les pourcentages de constriction pendant les premiers jours d'admission, lorsqu'ils étaient ventilés mécaniquement, avaient tendance à être en bas de la barre du 20 comme les deux études de cohorte antérieures avaient noté. Et également, il y avait une vitesse de constriction qui était beaucoup en deçà des patients sans délirium, ce qui est tout à fait cohérent avec une déficience cholinergique. En fait, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on observe ou ce qu'on s'attendait dans nos hypothèses. Qu'est-ce que ces résultats-là amènent pour la pratique infirmière? Ce que ça dit, c'est que l'utilisation de la pupillométrie automatisée pendant les 3 premiers jours de ventilation mécanique aux soins intensifs pourrait permettre d'identifier les patients avec un neurotraumatisme qui sont à risque de délirium après l'extubation. Ça permettrait à ces infirmières-là de revoir la médication, tout d'abord, que ces patients-là reçoivent avec l'équipe interdisciplinaire, puis d'ajuster en conséquence. Donc, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur les médicaments qui sont utilisés aux soins intensifs et qui peuvent précipiter le délirium. Donc, c'est une bonne façon de sonner l'alarme puis de dire à l'équipe, « Hey, j'ai des paramètres de constriction pupillaire qui sont en bas de 20 ça serait le fun qu'on revoie le plan pharmaco compte tenu que le patient est à risque de délirium. » Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être amené. Ça permet également de mettre en place des mesures de prévention, revoir l'environnement, essayer de limiter les stimulations sensorielles inutiles, mais de favoriser les stimulations sensorielles positives, comme le contact avec la famille, etc. Et ça permet aussi de préparer la famille à l'éventualité qu'il y ait peut-être un délirium quand on va extuber le patient. J'ai fait des analyses qualitatives en contexte de chirurgie cardiaque avec ma collègue Tania Mayo sur le délirium après la chirurgie cardiaque, puis la perception des familles. Puis les familles disent tout le temps, on aurait donc aimé ça, être mieux informés que c'était une possibilité, que ça pouvait arriver. On s'est senti démunis, on aurait aimé ça à recevoir de l'information puis être préparé.
Puis, je pense que si on peut identifier les patients qui sont à risque de développer cette complication-là, ben ça va nous outiller pour être capable d'aborder le sujet avec ces familles-là. Maintenant, quels sont les points à retenir sur la pupillométrie automatisée ou la vidéopupillométrie? Là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais bien entendu, cette pratique-là ajoute la précision aux évaluations neurologiques. Je pense qu'on en a fait état de façon très claire là, dans les premières slides de la présentation. Bien entendu, il faut toujours se rappeler qu'un indice de réactivité pupillaire en bas de 3, c'est un signe qui est vraiment très reconnu et soutenu empiriquement de dégradation neurologique et ça doit être signifié. Et dans le contexte du délirium, il y a de plus en plus d'évidences qui montrent qu'une constriction pupillaire de 20% au moins dans les premiers jours d'admission aux soins intensifs place le patient, peu importe son diagnostic, à haut risque de délirium après l'extubation. Donc, c'est quand même pas mal. Hein? Bien entendu, il y a peu d'unités de soins au Québec qui sont dotées de pupillomètres encore dans leur pratique. Donc, si vous êtes de ceux qui aimeraient mieux soutenir les équipes dans l'évaluation de la pupille là, dans vos milieux, qu'est-ce que vous pouvez faire d'ici là? Bien, il existe en fait, la formation continue pour rappeler de façon périodique aux infirmières comment bien évaluer les pupilles, bien interpréter les signes des pupilles, c'est quand même super important. Il y a quand même des articles qui ont été écrits dans les dernières années pour outiller les éducateurs cliniques, les conseillères pour inclure ces notions-là dans leur plan de formation continue. Des fois, c'est des outils qu'on peut utiliser, que les infirmières peuvent lire à temps perdu, en fait, entre des moments plus tranquilles de formation. Donc, ça, c'est un exemple à laquelle on a contribué dans le journal professionnel de l'AIUC en novembre 2022 sur l'évaluation des pupilles pour la pratique infirmière à la salle d'urgence. C'est parfaitement approprié pour la pratique là, aux soins intensifs. On fait vraiment un survol de l'évaluation des pupilles et de comment interpréter les différents variantes qu'on peut observer, puis comment intervenir comme infirmière. Et enfin, l'évaluation des pupilles doit être pleinement intégrée dans un examen neurologique rigoureux. Puis une des parties centrales de l'examen neurologique, en particulier aux soins intensifs, où il y a beaucoup de sédation puis de conditions cliniques qui interfèrent avec le niveau de conscience, c'est l'échelle de Glasgow. C'est comme un de mes chevals de bataille pour bien utiliser cette échelle-là, qui est amplement répandue, mais des fois sous-optimalement utilisée. Et donc, je vous dirais que cet article-là qui est paru déjà, ça fait quelques années, là, en 2019, et qui est encore disponible là, comme article ACFA dans Perspective infirmière, fait vraiment le tour de l'échelle de Glasgow, comment l'utiliser à l'aide de petites vignettes cliniques. Puis il y a même un questionnaire qui est mis à la disposition des équipes cliniques qui veulent sonder les connaissances de leur équipe par rapport à l'utilisation de cette échelle-là. Donc, ça peut être quand même extrêmement judicieux. J'aimerais remercier les co-chercheurs qui m'appuient dans cette initiative-là qui est importante et significative pour la pratique infirmière au Québec et ailleurs. Également les étudiants qui collaborent de près ou de loin, les coordonnatrices de recherche et surtout aux équipes cliniques, les patients, leurs proches, les organismes subventionnaires, incluant bien entendu le RÉSIC qui me supporte depuis le tout début de mes travaux. Merci de votre attention et pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, Madame Harpeau, pour votre présentation. C'était super intéressant non seulement de découvrir les résultats du projet, puis comme vous mentionnez que le RÉSIC a soutenu, donc on est très, très fiers d'avoir pu soutenir ce projet-là, mais également aussi de pouvoir revoir, je pense que vous l'avez très, très bien expliqué, tous les mécanismes physiopathologiques en fait, qui soutiennent un peu l'importance de l'évaluation pupillaire. Donc, je pense que c'était très, très intéressant, très riche pour moi, pour ma part. Moi, je ne viens pas des soins intensifs, de pouvoir avoir ce rappel-là sur justement l'importance de l'évaluation des pupilles. Quelque chose, moi, qui m'a vraiment frappé, c'est, puis que je connaissais pas du tout, c'est ce mauvais, comme vous mentionnez, ce mauvais accord interjuge-là qu'il y a lorsqu'on fait une évaluation manuelle des pupilles. Je pense que les statistiques que vous avez présentées sont très, très frappantes.
On serait maintenant rendu à la période de questions. Donc, comme je vous l'indiquais dans le chat, je vous invite à poser dès maintenant vos questions à l'écrit à notre conférencière en utilisant la fonction QR ou QA au bas de votre écran. Et on a déjà des questions qui ont commencé à rentrer. Puis une première question qu'on aurait un peu, ça serait en lien beaucoup avec peut-être les défis liés peut-être à l'implantation de la pupillométrie. Donc, on a une participante qui se pose la question spécifiquement si vous avez des données par rapport au coût qui est associé présentement aux appareils de pupillométrie automatisés. Puis peut-être même au-delà du coût, euh, j'aimerais vous poser comme question sur le plan de la formation, de la manipulation de ces appareils-là. C'est-tu des appareils qui sont difficiles à manipuler, à paramétrer? Comment est-ce qu'on voit ça, l'implantation d'un appareil comme ça dans un milieu? Pour les coûts, en fait, j'ai comme le goût de vous dire, de vous référer aux compagnies. Là, je veux dire, les deux principales compagnies qui sont présentes actuellement sur le marché, il y a la compagnie IDEMED qui a un représentant dédié au Québec. Et également Neuroptique, dont je suis moins familière. C'est vraiment les deux principales compagnies qu'on retrouve dans les écrits. Donc, leurs technologies sont plus utilisées. Je vous dirais que pour le coup, il faut vraiment les contacter pour prendre à mon humble avis, c'est pas si cher que ça, mais je veux dire, ça dépend du budget de l'unité. Puis là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Par contre, je peux me positionner par rapport à qu'est-ce qui pour l'implantation en fait en pratique là, pour avoir vécu ce phénomène-là dans mon propre centre. Les appareils sont très intuitifs d'utilisation. Hein. Je veux dire, c'est le screen est touchstone. Donc, nous, en fait, on a commencé par faire une petite étude de validation simplement intuitivement quand on va expliquer rapidement comment utiliser la technologie au chevet des infirmières. Est-ce qu'ils sont capables par la suite de l'utiliser pendant leur quart de travail subséquent? Avec une petite présentation abrégée de 3 minutes, après, ils étaient vraiment entièrement capables de l'utiliser. Je veux dire, c'est très facile d'utilisation. Puis, en fait, ce qui est plus long à montrer, c'est vraiment comment interpréter les paramètres et tout ça, mais c'est pas si long que ça, en fait. Donc, nous, on a utilisé, bien sûr, on a inclus cette formation-là dans la formation initiale aux soins intensifs, le programme d'orientation. C'est un bout qui dure à peu près 20 minutes, mais qui est complémentaire à toute la révision des notions sur l'examen neurologique. Puis, on a gardé sur Intranet une petite capsule vidéo qui rappelle les principes, mais en fait, compte tenu que l'appareil est utilisé pendant les examens neuro de façon routinière, les infirmières l'adoptent rapidement et je vous dirais se mettre à apprécier d'avoir des données objectives, précises. Donc, c'est comme un coup de cœur, en fait, qu'elles ont. Donc, mais c'est pas très long à montrer, en fait. Je vous dirais que ça vaut la peine, là. Ah, c'est ça où on entend bien que la manipulation de l'appareil en tant que tel, c'est pas ça qui est le plus difficile. Le rappel, c'est surtout au niveau des notions qui sont liées avec les données que ces appareils-là vont montrer, vont nous afficher. Donc, d'être capable de faire quelque chose de ces données-là, mais l'utilisation de l'appareil en tant que tel peut se faire assez facilement. On a deux questions plus en lien. On a deux participants qui se questionnent peut-être un peu plus sur les limites de l'utilisation de ces appareils-là automatisés. Donc, tantôt, vous nous mentionnez que ces appareils-là peuvent peut-être nous donner, je ne sais pas si c'est le bon terme, des résultats un peu plus précis qu'une évaluation qui est manuelle. Mais il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'il y a peut-être des contre-coups ou des risques ou des effets, je ne vais pas dire des effets secondaires liés à cet appareil-là, des considérations, des choses que les gens devraient tenir en tête s'ils utilisent Oui. un appareil automatisé? Bien, c'est un bon point. C'est-à-dire que je vous dirais que ces appareils-là sont faits pour être intégrés dans votre examen neurologique. Il ne faut pas oublier que vous envoyez un flash lumineux dans l'œil, comme quand on utilise une lampe de poche. Quand les patients deviennent un petit peu plus réveillés, là, quand ils sont sur le bord d'être extubés, puis qu'ils commencent à être un petit peu plus conscients de ce qui les entoure, même si on leur explique la procédure, qu'on rouvre l'œil puis qu'on envoie un flash lumineux, il y a des patients, on les voit, ils trouvent ça, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe, ils trouvent ça irritant. Mais
on aurait la même réaction avec la lampe de poche, en fait. Là. J'ai le goût de vous dire, il faut être à l'écoute des patients. Il est peut-être rendu un petit peu trop éveillé pour ces examens-là. Là. Puis de toute façon, ce que je dis aux équipes, c'est que quand ils sont super éveillés comme ça, puis sont sur le point d'être extubés, on ne s'inquiète plus du réflexe photomoteur. Là. Tout va bien. Là, fait qu'on peut lâcher un petit peu la rigueur. Là. Puis également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on demande toujours aux familles si, surtout quand c'est des personnes plus âgés qui ont eu des opérations oculaires ou même s'ils n'en ont pas eu, là, mais les personnes qui sont photosensibles, donc c'est sûr que de se faire envoyer un flash lumineux dans l'œil, ça peut être agressant, même s'ils sont sédationnés. Donc, les personnes qui ont eu des grosses doses de cortisone à cause de leur pathologie, donc des gens, par exemple, qui sont fibroses pulmonaires, là, hein, qui ont eu dans leur plan de traitement des grosses doses de cortisone et qui sont photosensibles des années après, OK, autant de la peau que des yeux, bien, c'est sûr que ces patients-là, de se faire envoyer un flash, bien, ça peut être agressant, comme je vous le dis, même s'ils sont sédationnés. Mais ça fait partie du questionnaire qu'on a par rapport à l'utilisation. Mais ce n'est pas un avantage propre à la technologie que par rapport à l'envoi du flash lumineux vers l'œil. On aurait ce désagrément-là avec la lampe de poche ou le stylo lumineux, par exemple. Donc, c'est vraiment une sensibilité qu'on essaie de transmettre aux équipes. Je pense que votre réponse fait réagir les participants. On a deux questions qui sont rentrées qui est à peu près similaires, à savoir, euh, est-ce que des maladies de l'œil, un participant qui mentionne la rétinite pigmentaire, est-ce que des maladies de l'œil, c'est des contre-indications, mettons, absolues à l'utilisation de ces appareils-là ou pas vraiment? C'est pas des contre-indications absolues. Comme je le disais, si vous avez une lésion du nerf optique qui est confirmée, ça donne rien. Mais en fait, les médecins vont dire ça donne rien d'évaluer les pupilles, ils vont pas réagir. Là. Une lésion du nerf optique, tout simplement, on est rendu ailleurs là, dans l'investigation oculaire. Il n'y a pas de contre-indication absolue pour les autres types de pathologies, là, je vous dirais. Puis c'est vraiment selon la tolérance des personnes. Donc, c'est vraiment de sensibiliser au fait que lorsqu'on prend l'examen, on fait l'examen de la pupille, puis qu'on envoie un flux lumineux, que ce soit via la pupillométrie ou par méthode traditionnelle, d'être conscient que ça peut être agressant ou peu toléré, puis d'être sensible. Là, je vois Céline Gélina. Donc, par exemple, est-ce qu'un patient ne pourrait pas, sur le plan comportemental, nous envoyer des signes qu'il tolère moins bien ça? Donc, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il applique quelque chose puis il ne regarde pas les autres affaires qu'il y a alentour. Tu sais, l'expression faciale là, est très manifeste et très sensible là, aux signaux de douleur. Donc, on leur demande de porter attention aux autres signaux qui peuvent nous laisser présager que cette pratique-là n'est pas tant bien tolérée. C'est ça. Donc, ça, c'est super important. Merci. Puis là, je vois aussi qu'il y a d'autres questions qui ont rentré. Donc, je pense que les contre-indications font réagir beaucoup les gens. Donc, Ouais. si vous avez d'autres questions en lien avec les indications, en lien avec les contre-indications, excusez-moi spécifiquement, je vous invite à écrire directement à Madame Arbo à son adresse courriel sur la page de l'événement. Peut-être une dernière question un peu plus spécifique. Il y a un spectateur qui se demandait, en fait, à la fin de la présentation, vous avez mentionné un 20% au niveau, je crois, de la constriction pupillaire. Ouais. Puis il se demandait comment est-ce qu'on quantifie ce 20%-là dans la pratique. Ça ne représente pas exactement ce 20%-là. Vous ne pouvez pas le quantifier. Mais en fait, à l'œil nu, c'est très difficile. Là. Faudrait, tu sais, je veux dire, c'est pour ça, c'est la machine qui fait le calcul. Mais être vraiment très motivé et avoir pris beaucoup de vitamines, là, vous pourriez faire vous-même des calculs, mais pour vrai, il n'y a personne qui a le temps de faire ça, des courbes, là, ça. C'est pour ça, c'est d'où l'utilité de la machine. En fait, elle vous guide par rapport à ça. Et, et en fait, il y a même des pourparlers avec les compagnies, éventuellement peut-être d'inclure, parce que ça demande à l'infirmière, on vous dit, là, dans les 3 premiers jours d'admission aux soins, si vous avez une tendance à avoir des constructions pupillaires de 20% au moins, bien là, vous pouvez penser que votre patient va être à risque de délirium. Tu sais, c'est difficile sur 3 jours. On ne s'occupe pas du patient tout le temps sur 3 jours consécutifs. Donc, on est en train de voir avec les compagnies, est-ce qu'on peut inclure un alarme, en fait, qui fait en sorte que quand on utilise le pupillomètre pendant plusieurs jours consécutifs chez quelqu'un, après tant de temps, il y a comme une alarme qui buzz. Ah, ben là, votre patient rentre dans le critère du délirium, par exemple. Vous comprenez? Toujours pour faciliter l'utilisation. Mais c'est très difficile avec
une évaluation manuelle. On ne peut pas arriver avec des indications aussi précises que ça prend une méthode automatisée, malheureusement. Que vous soulignez bien, donc non seulement cette machine-là ou ces machines-là ont le potentiel de donner des données peut-être un peu plus fiables, un peu plus précises, mais en plus, il y a d'autres données comme celles au niveau de la constitution populaire que ce serait très difficile, voire impossible d'évaluer manuellement en pratique. Donc, on a Tout à accès fait. peut-être à d'autres indicateurs. Oui. Merci énormément, Madame Barbeau, pour votre présentation. Merci également pour toutes vos réponses à nos questions. Je vois qu'il y avait d'autres questions dans le chat. Si jamais votre question n'a pas pu être répondue, comme je vous disais, je vous invite à écrire directement à Madame Barbeau à son adresse courriel qui est présente sur la page de l'événement. Pour notre part, on va se retrouver mardi prochain, donc dans une semaine exactement, donc mardi le 22 octobre à midi pour un nouveau webinaire du RISIC qui va être intitulé « Quelle stratégie de mise en œuvre priorisée pour favoriser l'adoption des meilleures pratiques, perspectives issues d'une revue systématique de 204 études ». Et ce nouveau webinaire va nous être présenté par M. Guillaume Fontaine, qui est professeur adjoint à l'Université McGill. Vous pouvez vous inscrire à ce webinaire en visitant notre site Internet au www.risic.com et l'enregistrement de l'activité d'aujourd'hui va être déposé intégralement sur notre site Internet dans les prochains jours et vous allez pouvoir le revisionner gratuitement à votre guise. Donc, merci encore à vous, Mme Arbaud, d'avoir été présente avec nous aujourd'hui pour votre présentation et merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis en direct et peut-être à la semaine prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.